Bonsoir et bienvenue sur le podcast Femmes d'Hockey. Ici Isabelle Etier et je vous invite le temps d'une période à découvrir l'histoire et la passion pour le hockey de mon invité. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une journaliste sportive passionnée et dédiée. Malgré son jeune âge, elle a déjà beaucoup d'expérience à son actif, Daphné Malbeuf. Daphné Malbeuf, bienvenue à Femmes d'Hockey. Eh bien, Isabelle, je te remercie pour cette invitation. Je suis très excitée parce que j'écoute ton podcast depuis les tout débuts. Je suis vraiment excitée d'être là avec toi aujourd'hui. Puis là, je m'excuse, hein, ça a été long. Mon horaire n'est pas évident. Fait que merci de m'accueillir aujourd'hui comme ça. Eh bien, je suis super contente de un parce que si tu es occupée, c'est parce qu'il y a du hockey. Fait que nous, ça nous rend heureux parce que, bon, tu es avec les Rockets, on peut t'entendre. Je le disais d'entrée que tu es une jeune journaliste, mais tu as quand même 5 ans d'expérience, ce qui est extraordinaire. Je trouve ça vraiment le fun à voir, rafraîchissant même d'avoir une femme journaliste compétente comme toi, déterminée, c'est bien agréable dans le paysage médiatique sportif. Eh bien là, je ne sais pas si avec l'éclairage on peut voir, mais je rougis. Merci de ces bons mots, de ces compliments. Je les prends. Oui, 5 ans cette année que je fête mon début de carrière, puis j'aimerais ça que ça continue longtemps. Bien, juste pour expliquer aux gens, parce que la plupart te connaissent, mais ceux qui te connaissent un peu moins, on va quand même parler un peu de ton parcours. Tu as étudié en communication à Marie-Victorin au Cégep, tu as fait ton bac en journaliste à l'UQAM. Tu as commencé ta carrière avec le Midget 3A, petit clin d'œil qu'on a ensemble parce que je suis en charge des communications marketing pour le Midget 3A. Fait que, avec le Rousseau Laval. Donc, après ça, bon, tu as fait plusieurs stages. Tu étais très impliqué le temps de ton université d'ailleurs avec le camp des recrues, le jeu des coms. Tu as fait un stage aux Alouettes de Montréal, tu es allé à TSN, bref, à faire ça, des stages avec les productions J pour finalement avoir ton poste auprès de JC qui a commencé. Explique-moi un peu l'histoire parce que tu n'appliquais pas nécessairement pour journaliste de contenu, là. J'étais à ma dernière année de journalisme et en janvier, j'ai commencé à explorer un peu là, les avenues qui se présentaient parce que je sais que les postes en sport, il n'y en a pas beaucoup. Les opportunités sont rares. Alors, je m'étais dit, je vais m'y prendre un peu d'avance parce qu'en avril, je terminais mon bac et je voulais tout de suite commencer à travailler dans le domaine. J'étais encore en stage à TSN. J'avais prolongé mon stage, en fait. Puis, de fil en aiguille, j'ai appliqué sur des postes. Puis là, c'est ça, juste avant les Jeux de la com, la semaine avant les Jeux de la com, il y a un poste qui est sorti qui était être producteur au contenu de l'émission de Jean-Charles En Liberté au 91.9 Sport. Puis je me dis, tu sais, évidemment, productrice au contenu, moi, j'ai pas assez d'expérience pour appliquer là-dessus, mais qui ne sait rien n'a rien. Alors, je vais envoyer mon CV. Au pire, ils le mettront en dessous d'une pile. Ils verront juste mon intérêt pour la chose. Et là, le matin, en m'en allant au jeu de la com, je reçois un appel numéro inconnu. Puis là, je me dis, hey, là, j'ai pas le temps, j'ai tous mes sacs. Puis là, je me dis, oh non, c'est vrai, j'ai appliqué pour des postes. Il faudrait peut-être que je réponde. Fait que finalement, Yves Bombardier, qui était directeur à l'époque au 91.9, au bout du fil, me demandant si on peut faire une petite entrevue téléphonique. Et cette conversation-là se passe super bien avec Yves. Alors, il me dit, écoute, j'aimerais ça qu'on puisse se rencontrer. Là, évidemment, il y avait des jeux de la com. Fait qu'une semaine plus tard, on a planifié cette rencontre-là qui s'est aussi bien passée. J'ai eu une série après ça d'entrevues. Je pense que c'était 2 entrevues, une avec Yves seulement, une avec Yves Jean-Charles. Et pour finalement qu'ils me disent, tu sais, évidemment que tu n'as pas assez d'expérience pour cet emploi-là, mais on aime beaucoup ce qu'on voit de toi. Tu connais ton sport, tu es super ambitieuse, tu as de l'expérience aussi déjà. Fait que pour eux, c'était super intéressant. Puis ils m'avaient dit, écoute, on garde ta candidature pour si, tu sais, il y a sûrement des remplacements qu'on va avoir besoin de combler cet été. Et finalement, 1 semaine et demie plus tard, Jean-Charles m'appelle, je me rappellerai toute ma vie. J'étais en train de magasiner ma robe de bal de finissant d'université. Et c'était un mercredi. Et il m'appelle en me disant, écoute, pour X, Y raison, ça ne fonctionne plus avec la recherchiste qu'on a en ce moment. Est-ce que tu voudrais la remplacer à pied levé? Tu commencerais lundi. J'arrive. Oui, mais c'est ça. Quand, où, comment, pourquoi, je suis là.
Fait que c'est ça qui est arrivé. Écoute, j'ai arrangé mes flûtes en arrivant à la maison le mercredi. Tous mes profs étaient au courant. Et puis le lundi, c'était un lundi de Pâques, le 29 mars 2016. Je suis débarquée au 91-9, coin Laurier de l'Esplanade. Oui. C'est intimidée, vraiment intimidée, mais ambitieuse comme pas deux. Puis toute la détermination du monde de dire, tu sais, on me donne ma chance, puis je vais leur montrer qu'ils n'ont pas fait d'erreur. Donc, tu sais, il y a 5 ans, avec Jean-Charles, tu as osé, tu as dit, garde, moi, Ouais. je m'essaye avec justement ton talent, tes connaissances, mais pas nécessairement beaucoup d'expérience, mais quand même Ouais. tout un vouloir qui fait en sorte que, ben là, plusieurs opportunités plus tard, tu as fait la presse canadienne, à la presse, bon, t'es parti, t'es revenu au 91.9 aujourd'hui avec RDS, donc tu as vraiment une belle carrière. Tu as même été beaucoup du côté anglophone. Je pense que tu as été pour la première fois à la télé avec Breakfast Television. Ouais. Donc, tu as vraiment, quand on dit beaucoup d'expérience en 5 ans, c'est quand même fascinant. Donc, moi, je trouve ça vraiment bien de pouvoir te voir. Puis, tu es vraiment compétente, c'est vraiment intéressant. Ceux qui suivent le Rocket, parce que moi, je fais partie de ceux qui aiment ça, là, l'écouter, on peut voir ton talent. On va rentrer dans le segment On parle hockey. Yes. Toi, comment a commencé ta passion, ton histoire avec le hockey? C'est mon père qui m'a initiée au hockey. En fait, j'étais son premier enfant. Fait que gars ou fille, pour lui, tu sais, mon père, c'était tellement un mordu de sport en général, mais surtout un très grand amateur de hockey que c'était sûr que, tu sais, j'allais le samedi soir écouter le match avec lui. Mon père écoute tous les matchs du Canadien, même d'autres matchs de la LNH. Il est abonné à toutes les chaînes sportives. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai été initiée au sport à la base. Mes deux parents sont très sportifs, fait que j'ai commencé très jeune moi-même à faire du sport. J'ai fait toutes sortes de sports. Mon père, mes deux parents ont joué au softball. J'ai joué au softball très longtemps. J'ai joué à la ringuette très, très longtemps aussi, mais j'ai fait toutes sortes de sports à côté. Fait que ça avait vraiment été d'abord familial parce que mes deux parents étaient de grands sportifs. Puis c'est aussi surtout un moment à passer avec mon père. Puis après ça, ça a été vraiment de, tu sais, le matin, les gens, avant d'aller à l'école, écoutaient les bonhommes. Moi, j'écoutais Sport 30. C'est vraiment, tu sais, c'est ça. Je suis vraiment rapidement devenue une mordue de nouvelles sportives, de regarder des matchs de toutes sortes. J'avais une grande passion, oui, pour le hockey, mais pour le Canadien, puis c'était intense, là. C'était vraiment intense. Puis je pense que ton joueur préféré, c'était... Et là, j'y fais honneur. Ben oui, ton col roulé. Sans le savoir, je lui fais honneur. C'était pas prévu, je vous jure. Thomas Plekanec. Ouais. Moi, j'ai toujours aimé les joueurs qui avaient du cœur à l'ouvrage, des travaillants, des Steve Bégin, des Francis Bouillon. Pas nécessairement les plus talentueux, mais des joueurs qui donnaient tout sur la patinoire, qui avaient le couteau entre les dents à tous les matchs. Thomas Plekanec, on l'oublie parce que on se rappelle plus de Thomas Plekanec qui lançait, qui tirait dans le Pillsbury là, à la fin de sa carrière, malheureusement. Mais un joueur avec une éthique de travail exemplaire, qui était un excellent vétéran pour les jeunes joueurs, mais à l'époque aussi, qui était un joueur extrêmement offensif, qui a rendu de fiers services aux Canadiens et qui était un peu un Philippe Danault, en quelque sorte, un joueur super complet, super compétent des deux côtés de la patinoire. Puis moi, quand je jouais à la ringuette, j'ai jamais été une marqueuse. J'ai toujours été une passeuse, une fabricante de jeux. Alors, je me retrouvais aussi en lui. On va parler rapidement comment ça va parce que, bon, tu as eu une commotion cérébrale, en fait. Il s'est passé un incident avec les Rockets. Tu es comme la marque Denis, là, des Rockets, tu es entre les deux, les deux bancs. Ouais. Et tu as reçu un coup de bâton sur la tête. Bon, tu l'as déjà compté souvent, cette histoire-là, donc on ne recomptera pas au complet. Mais comment ça va? Parce que, veux pas, tu as vécu quand même une grosse commotion là, suite à ça. Il faut comprendre, tu reçois un bâton, comme la tête a explosé. C'était quand même gros. Là. Oui. Donc, c'est ça, je n'ai pas reçu le coup ici. En fait, je l'ai reçu ici. Ça. Et ce qu'il faut savoir, est-ce que les gens ne savaient pas, c'est que je n'en étais pas à mon premier rodéo. Alors, c'était ma 5e commotion cérébrale et j'en avais vécu une 6 mois auparavant. Fait que sur le coup, c'est sûr que j'étais, bon, je l'ai compté souvent, mais j'étais beaucoup sur l'adrénaline, puis c'est vraiment, ça me percutait, je dirais même pas le soir même parce que j'étais tellement sur l'adrénaline, mais le lendemain et les semaines subséquentes ont été atroces, vraiment, vraiment, vraiment atroces. Je ne pouvais rien faire, je ne pouvais
pas marcher tant que ça parce que j'étais extrêmement étourdie. Je pouvais pas, la lumière est extrêmement féroce. Moi, toutes mes commotions cérébrales, ça a surtout été dans le lobe frontal, malheureusement. C'est pour ça que je précisais que ma commotion avait été ici. Parce que c'est tout ce qui est la mémoire, la concentration qui est affectée à ce moment-là. Je suis vraiment une fille qui se met beaucoup de pression dans la vie en général. Puis, tu sais, je suis une fonceuse. Fait que je suis pas habituée aussi d'être au ralenti. Et d'être au ralenti comme ça quand tout le monde continue, tu sais, quand la vie continue autour de toi, c'est très difficile. C'est très difficile de respecter tes limites et de ne pas vouloir te pousser. Et aussi, ce que j'ai découvert au cours de ces mois-là, c'est que, tu sais, les commotions cérébrales, c'est pas visible. Comme les maladies mentales, on en parle beaucoup en milieu de travail maintenant parce que c'est ça, c'est pas quelque chose qui est... C'est caché. C'est caché et c'est très mal compris. Et je me suis ouverte lors de la journée sur les maladies mentales, je me suis ouverte par rapport à ça parce que, tu sais, ça stigmatise et ça t'isole dans un certain sens parce que les gens qui n'ont pas vécu des commotions ne peuvent pas comprendre. Ne peuvent pas comprendre. Exactement. Puis j'ai reçu tellement de témoignages. En voyant des témoignages de gens, moi, je me suis sentie mieux dans ma peau, dans ce que je vivais. Bien, c'est important d'en parler. Puis les commotions cérébrales, il y en a beaucoup au hockey. Steve Bégin en a parlé sur le podcast. Il dit, là, continue à frapper, pas grave, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu fasses, OK, non, je ne peux plus avancer. Mais quand tu arrives là, c'est difficile de revenir. Là. Ben oui. Le chemin est plus long. Puis c'est une spirale. C'est vraiment une spirale parce que tu veux pas, c'est ça, d'être mal perçu, comme tu le dis, tu sais, surtout dans le hockey. On dit, c'est des millionnaires. Puis non, puis c'est une spirale parce que plus tu pousses, moins bien tu vas aller. Tu sais, moi, c'est ça qu'on m'a fait réaliser, là. Puis c'est très difficile mentalement et personnellement. Puis comment ça va aujourd'hui? Ça va vraiment mieux. Vraiment. Vraiment mieux. J'ai été vraiment bien entourée de spécialistes extraordinaires. Mais je me mets, tu sais, tu t'as donné l'exemple des joueurs de hockey. Je me mets dans l'exemple aussi des joueurs de football. Tu sais, il y a tellement de joueurs de foot. Des carrières, ça dure en moyenne 3,3 saisons. Ces gars-là, là, ils poussent à la plus grande des limites, j'en suis certaine, pour après ça avoir des impacts le reste de leur vie. Et c'est ce que je trouve difficile. Parce que moi, quand j'ai fait les choix que j'ai faits en me disant, quand ils m'avaient dit, si tu ne guéris pas maintenant, les impacts, ils vont être à long terme, je me disais, je pleurais, puis je me disais, j'ai 25 ans, est-ce que je veux être, entre guillemets, brain damage pour le reste de ma vie parce que je n'ai pas pris le temps de prendre soin de moi? Ben non. C'est sûr que je ne peux pas me permettre de faire ça. Je ne veux pas rester au niveau où je suis en ce moment toute ma vie. J'irai pas bien. Je t'amène dans un autre univers, Daphné. On va voir ta rapidité. Là. Segment tir de barrage. Parfait. On commence facile. Sucré ou salé? Salé. Tous ceux qui me connaissent, je suis plate de même. Je déteste les desserts. Quand j'étais jeune, mes parents ne pouvaient pas me dire on va te priver de dessert parce que ça me faisait rien. Moi, j'en mangeais pas. Attaque ou défense? Défense. J'ai été attaquante le début de ma carrière à la ringuette. Et un moment donné, on avait besoin de défenseurs parce qu'il n'y a personne qui voulait être défenseur. Et j'étais capitaine de mon équipe. Donc, je me suis dit, c'est ma responsabilité d'aller combler le manque qu'on a. On connaît mal le rôle de défenseur. C'est dommage. Ça fait partie intégrante de relancer l'attaque puis tout, là. Coupe Stanley ou médaille olympique? Médaille olympique. T'es le meilleur au monde. Endurance ou puissance? Puissance. J'ai toujours fait des sports qui nécessitaient de la puissance. J'ai eu beaucoup de la misère après ça à retourner à l'endurance. Fait que puissance. La neige ou le sable? Le sable. J'ai appris, je pense, encore plus cette année à profiter de l'hiver, à aimer ça parce que c'est les seules activités qu'on pouvait faire, des activités plein air. Mais je suis une fille qui a besoin d'eau et de soleil, mais de sable, c'est sûr. Et Halloween ou Noël? Noël. C'est l'occasion de prendre le temps, là, de se rassembler en famille, de juste, tu sais, pas les grands flaflas, juste écouter Championnat mondial junior, prendre le temps de lire, de juste manger quand on veut, prendre ça slow, là. Ouais, j'aime ça, Noël, pour ça. Puis c'est toujours des bons moments. Puis c'est la fête à ma belle-mère le 25 décembre. Donc, c'est toujours une grande festivité. On boit des bulles le matin. Puis voilà.
On va rentrer dans le segment Place aux femmes, parce que, bon, à Femmes de hockey, on aime mettre en valeur les femmes. Tu en es une dans un métier, les médias sportifs. Tu dis, tu te caches pas pour dire que Chantal Maccabée est ton inspiration, ton idole, maintenant ton amie, ta mentor. Est-ce qu'il y a autrement que Chantal, une femme dans l'ombre ou une autre femme qui t'inspire dans le hockey? Danielle Sauvageau, Ouais. Manon Réaume. Ouais. Des femmes qui ont poussé pour faire avancer leur sport, pour marteler que les femmes avaient droit d'être là pour l'équité. C'est des femmes qui m'inspirent et qui continuent de m'inspirer parce qu'elles n'ont jamais lâché non plus le morceau. Des Kim Saint-Pierre de ce monde, des Caroline Ouellette, des Marie-Philippe Poulain, des Karel Emard qui sont de tous les combats maintenant. Mm-hmm. Et j'admire toutes ces femmes-là dans le hockey qui contribuent à briser les plafonds de verre. Je pense à Hayley Moore, qui est la nouvelle vice-présidente des opérations hockey de la Ligue américaine aujourd'hui. Je trouve ça vraiment super de mettre une femme à une position de tête comme ça. J'ai eu la chance de lui parler, puis c'était tellement une conversation. C'est le fun aussi d'avoir cette conversation-là, femme à femme, les deux dans le monde du sport. On sait à quel point ça a été difficile et challengeant de se rendre là. Outre du hockey, j'ai eu la chance récemment dans le bureau, elle s'en allait faire un match de rugby. Claudine Douville aussi, qui est super gentille, super accueillante. Puis après ça, elle te parle de rugby, puis elle te parle... cette femme-là, on s'en rend pas compte à quel point elle est multidisciplinaire. Là. Elle a fait les DOR à RDS, elle a tout fait. Mm-hmm. Ouais, vraiment, ces femmes-là. Puis, je trouve que c'est des femmes aussi qui sont demeurées tellement humbles, puis sont tellement accueillantes, pas juste pour les filles, mais pour tout le monde. Ils sont accessibles. Vraiment, tellement accessibles. Puis, pour moi, c'est vraiment important de toujours se rappeler d'où on vient, de jamais lever le menton sur quoi que ce soit. Pour moi, c'est une qualité... vraiment, vraiment prisée chez des gens que je rencontre. Puis toutes ces femmes-là à qui j'ai eu la chance de parler ou pas parler, mais elles me semblent toutes comme ça. On parle beaucoup des médias sportifs, mais il y a plusieurs rôles dans les médias, que ce soit écrit, radio, télé, que ce soit justement analyste, animateur, commentateur, chroniqueur. Puis moi, je le découvre aussi parce que c'est nouveau pour moi, ce métier-là aussi, puis de dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où est-ce que je suis bonne? Puis où est-ce que je peux amener mon point de vue différent? Puis là, je t'amène sur une autre chose. Je t'ai entendu dire que toi, t'aimes qu'on te demande ton point de vue différent, pas nécessairement féminin. On a un regard différent, ne serait-ce que sur les émotions, le non-dit. Je m'en rends compte parce que Chantal, moi, je trouve qu'elle se démarque beaucoup dans sa chronique à la radio quand elle parle de comment les joueurs étaient dans le vestiaire, comment elle a perçu telle attitude ou telle attitude. Puis c'est vrai que inconsciemment, moi aussi, c'est vraiment ce que je regarde. Dans la vie, je suis une éponge de tout. Moi, les non-dits, c'est ce que je ressens en premier. Fait que c'est vrai que quand je regarde le Rocket, par exemple, je vais toujours voir s'il y a quelque chose que j'ai aimé ou pas aimé sur la patinoire, je vais toujours voir le joueur quand il va rentrer au banc. Ça va être quoi sa réaction, la réaction des gars autour de lui, le coach. C'est vraiment ça. Puis je me dis, c'est pas négatif, mais c'est pas nécessairement seulement féminin. Il y a beaucoup de gars que eux aussi, c'est ça leur passion, de vraiment d'avoir des discussions plus profondes que qu'est-ce que tu penses du troisième trio. Alors, mais j'aime pas qu'on catégorise ça seulement pour les femmes. Je me dis que oui, j'ai une opinion différente, mais juste parce que je suis une personne différente et non parce que je suis une femme. Un de mes grands rêves, ce serait j'aimerais ça, je veux parler à Jonathan Drouin, mais à micro fermé, au pire que ça soit juste une histoire que j'écrive pour moi, mais ce gars-là m'intrigue. Okay. J'arrête pas de le défendre à outrance et cette année, il me prouve qu'il est le joueur que j'ai toujours pensé qu'il était. Ce gars-là a eu une énorme pression sur les épaules et je me suis souvent questionnée à savoir est-ce qu'il y avait encore du plaisir à jouer au hockey? Moi, c'est ce que je percevais. Début de saison, c'était le plaisir, ce qu'on avait perdu à un moment donné, et là, on retrouve le plaisir. C'est vraiment, je suis juste intriguée, en fait. Puis c'est ça, j'aime tellement, tu dis le hockey avec un grand H, l'humain derrière. Moi, ne serait-ce que même pas pour écrire un article ou quoi que ce soit, j'aimerais ça aller prendre un café avec, puis comprendre, savoir ça a été quoi son cheminement dans sa tête, parce que vraiment, c'est ce que je percevais. Il n'y avait plus de plaisir à jouer au hockey. Vraiment plus. Genre, il le faisait pour qui au final?
t'amène dans mon segment la passe sur la palette. La passe Oui. sur la palette, parce que pour faire un but, habituellement, on a besoin d'aide. Quel a été ce moment, l'organisme ou la personne qui a été cette passe sur la palette pour toi, qui t'a permis d'atteindre tes buts ou d'être en cheminement d'atteindre tes buts? D'abord, Yves Bombardier et Jean-Charles Lajoie Ouais. qui m'ont fait confiance dès le début, qui ont vu en moi quelque chose, qui m'ont aidé à me propulser. Tu sais, c'est eux qui m'ont aidé à propulser ma carrière. On a cru en moi quand moi, j'avais peut-être pas cette confiance-là tant que ça, mais ça m'a permis, quand on me donne cette confiance-là, de moi foncer. Tu sais, je me dis, ben OK, j'ai la confiance, je vais y aller. Ensuite, évidemment, ça a été Jean-Philippe Pinault et Marc Delbès à la presse canadienne Oui. qui m'ont engagée quand j'avais pas beaucoup d'expérience à l'écrit. Ça a été aussi les collègues quand je suis arrivée sur le beat du Canadien qui m'ont été d'une grande gentillesse, d'une grande confiance. Rapidement, on a compris que j'étais là, pas pour les bonnes raisons, mais que j'étais là parce que je connaissais mes choses et que vraiment, j'étais dans la bonne chaise. Ne serait-ce que de me montrer à entrer dans un scrum, de me donner la parole après que ça fasse 8 fois que je prends une inspiration pour poser une question à chez Weber. C'était Jonathan Bernier, je crois, du Journal de Montréal, qui avait dit « Ah oui, mais là, je pense que Daphné, rendu après 28 questions, je pense que Daphné voudrait poser cette question, tu sais, de me faire cette place-là. » Je veux Les juste que tu collègues ont expliques été... c'est quoi un scrum pour les gens. Parce que, bon, Oui, on prend pour acquis, c'est comme le beat. Tu sais, ben Chantal nous oui. a expliqué c'était quoi le beat. Le scrum, Oui, bon, la mêlée de presse, en fait, c'est quand les c'est ça. joueurs parlent et qu'on est tous là avec notre micro. Ça apparaît pas à la télévision, mais c'est un petit peu une jungle. On est 23 personnes qui doivent se tailler une place autour d'un joueur qui est sur son petit bord de banc au vestiaire. C'est pas toujours facile. Je ne suis pas la plus grande. J'ai cette tactique-là qu'on m'avait montrée. C'est Simon René, mon collègue au 91.9, qui m'avait montré cette tactique-là. Donc, maintenant, j'ai une tactique pour me rendre plus près. Et c'est pas facile, hein? Tu sais, je veux dire, on est là, à bout de bras, le bras qui shake, là, tu sais, le premier scrum qu'on fait en revenant de l'été, là, si t'as pas entraîné ton triceps, mon chum, ça va faire mal. Tu sais, de ne pas rendre ça malaisant aussi, parce Non qu'on va plus. s'entendre que la proximité physique, elle est là. Mais tu sais, d'avoir des collègues, bref, comme ça, qui nous accueillent puis qui nous font pas sentir mal, puis de, tu sais, si, bon, tu t'es collé un peu trop, ben c'est parce que tu n'as pas le choix, c'est pas parce que tu veux le coller, tu sais. Fait que, tu sais, Fait que les scrums vraiment sont de faire... commandités par Captodeur, tu sais. C'est cœur, hein? Shout-out particulier à Simon René qui avait glissé un bon mois à mon endroit avant mon arrivée au 91.9. Je l'avais croisé aux Alouettes l'été précédent quand j'étais à la Ligue canadienne de football. Et les gars à TSN qui m'ont accueilli à bras ouverts, la Ligue canadienne de football qui m'a donné cette expérience-là et RDS. Les Mathieu Jolivet et Jasmin Laure à qui je dois pas ma carrière à RDS, mais oui. Daniel Sauvageau disait justement, on a besoin de l'opportunité pour prouver. Oh C'est oui. ce que, tu sais, il y a là présentement dans l'univers médiatique ou sportif, il y a plus d'hommes que de femmes parce qu'ils ont plus d'expérience, ils ont plus d'opportunités. Mais plus on va donner des opportunités aux femmes, justement, Absolument. à talent égal, on s'entend, on ne veut pas être là parce qu'on est une femme, on veut juste qu'on nous donne la chance de pouvoir le faire. Si on a le potentiel, qu'on ait l'emploi, si on ne l'a pas, ben c'est correct, il faut que ça soit, mais il faut juste avoir la porte qui rouvre pour dire, ben je peux prendre au moins, j'ai une Absolument. chance. Mais comme tu dis, à talent égal, moi aussi, je suis d'accord. Tu sais, à talent égal, moi, j'ai pas envie qu'on me prenne parce que je suis une femme. Si à talent égal, il y a quelqu'un d'autre qui était meilleur que moi, c'est correct. Mais qu'on m'offre l'opportunité, c'est là que ça fait toute la différence. Vraiment. Exactement. Fait que si je te demande de faire une passe à palette à quelqu'un ou à un organisme, ce serait à qui? J'ai en tête l'organisme Filles Actives, que j'aime Ouais. beaucoup. Ouais. Ça fait quand même un petit bout qu'ils sont dans l'univers et je trouve ça extraordinaire ce qu'ils font pour les jeunes filles. Vraiment, j'aurais aimé avoir cet organisme-là quand moi je commençais. Moi, dans le fond, j'ai joué à la ringuette parce que le hockey féminin, c'était pas vraiment développé. Alors, il y a ça. Et il y a une jeune journaliste, future journaliste en fait, c'est une fille qui connaît son sport, elle fait ses recherches. Et elle est impliquée, elle tweet du Rocket jusqu'à la game Ottawa-Calgary à 23h30. Elle est vraiment super impliquée. C'est Amélie Saint-Onge-Maguire et je la vois
je la vois progresser et je me dis que ouais, dans les prochaines années, c'est certain qu'on va la voir un peu partout parce que cette fille-là a vraiment beaucoup de talent. On s'en va dans le segment La sacoche bleue à travers tes années, tes 5 dernières années là, dans l'univers médiatique sportif. Tu as certainement une anecdote inédite à nous partager aujourd'hui. Quand j'ai décidé d'aller à un match de finale de la Coupe Stanley, en fait, rejoindre les journalistes qui étaient là-bas, moi, je voulais vivre ça. Je n'avais jamais vécu ça. Les étoiles étaient alignées parce que quand le Lightning et Washington ont joué leur dernier match, septième et dernier match, on ne savait pas si le Lightning gagnait. Ça commençait à une date différente et en Floride, évidemment. Et si Washington gagnait, ça commençait à Las Vegas. Et j'avais miraculeusement un 3 jours de congé collé où est-ce que ça commençait. Et j'avais la chance, l'opportunité d'aller à Las Vegas, rejoindre en fait mes collègues journalistes et assister. En fait, je n'avais pas d'accréditation, évidemment. Donc, de m'acheter un billet pour la finale de la Coupe Stanley. Fait que c'est exactement ce qui s'est passé. Washington a gagné, j'ai acheté mon billet et là, jusqu'à ce jour, et confidence, papa, mon père a toujours pensé que j'ai payé mon billet pour la Coupe Stanley pour le match, 500 $. En fait, j'ai payé 1300 $ pour ce billet de hockey-là. Oui. Papa, je m'excuse de t'avoir menti, mais c'était pour ton bien. Mais je me disais, peu importe, ça va être une expérience extraordinaire et ça l'a été. Le match était le soir même, donc pas le temps de dormir. Jean-Charles m'avait demandé de faire des cotes en ondes. Donc, arrive là-bas, pars me promener pour comprendre ce qui se passe. Est-ce que Marc-André Fleury est bien représenté? Fait que, pars aller chercher toute cette ambiance-là, écrit dans un petit carnet, le match le soir. Puis, tu sais, la première game en plus, la première année de Vegas, il avait sorti, trompette et fanfare et il y avait une parade d'une fanfare. Il y avait les filles burlesques. C'était les incroyable. Tout, name it. Tout ce qui a été déployé, le marketing déployé autour de ça, c'était hallucinant de m'asseoir aussi à côté des gens. Une dame qui avait ses billets de saison, toute seule. Une dame toute seule était comme moi. J'ai toujours trippé sur le hockey. Je viens de l'Arizona. Ma famille tripe zéro hockey parce qu'en Arizona, c'était pas vraiment développé avant. Moi, j'ai toujours trippé hockey. Fait que moi, dès que Vegas s'est établi, c'était sûr que je m'achetais des billets de saison toute seule. Et un père qui n'avait jamais suivi le hockey avant que Vegas ait un club fou, hein? Et qui, avec la fusillade, a décidé de s'acheter des billets de saison parce qu'il avait tellement trouvé ça rassembleur, tout ce qui s'était passé autour de ça, qu'est-ce que les Golden Knights avaient fait. Donc, avait décidé de s'intéresser au hockey juste à cause de ça avec son petit bonhomme de 5-6 ans. Et le monsieur il me sortait des statistiques. Ah oui, à 5 contre 4, on est tant en temps, puis nanana. Puis le monsieur avait vraiment développé une passion pour le hockey. Je trouvais ça incroyable. Je voulais tout pouvoir raconter le mieux possible. Je m'imprégnais de tout ce qui se passait, les odeurs, les couleurs. Je notais tout pour faire le meilleur reportage possible avec Jean-Charles le lendemain. Les 2 journées subséquentes, parce que je restais un 2 jours supplémentaires, qui a été totalement incroyable. Oui, mes collègues faisaient leur job, mais quand ils revenaient le soir, de pouvoir profiter de faire partie de cette gang-là. Puis Jonathan Bernier du Journal de Montréal avait dit « Toi, tu es comme une rookie de la Ligue américaine, puis on t'embarque avec nous. On aimerait ça que tu arrives dans la Ligue nationale avec nous un moment donné, t'es le fun. » Puis d'avoir ces moments-là, d'être avec Chantal dans la piscine au Bellagio à Las Vegas à se faire des confidences, j'étais comme « Mais qu'est-ce que ma vie? » Prendre des photos avec la Coupe Stanley, avec mes collègues que j'adore, avec Chantal, que j'estime tellement. On a une photo, nous deux, avec la Coupe Stanley. Puis Chantal, elle m'avait dit « Je suis contente que tu aies fait ça parce qu'elle, elle avait déjà payé par elle-même pour aller au championnat mondial junior. » Et elle m'avait dit « Tu vois, tu fais ça, puis ça te rapporte. » J'avais fait de la radio aussi à TSN qui m'avait demandé de leur faire un segment radio. Fait que mais ça t'a ouvert, dans le fond, c'est que tu as démontré que tu étais là, ta passion, tu es allé le vivre. Fait que là, tu t'es donné de l'expérience. Ben oui, j'avais vraiment là parce que je voulais
savoir c'est quoi. Je n'étais jamais allée dans un match des séries. J'avais jamais vécu ça. Puis j'étais comme en tant que jeune journaliste, je me dois de savoir. Ben, Daphné, merci d'être venue à Femme d'Hockey. C'était vraiment un réel plaisir d'en apprendre davantage sur toi, sur ton expérience. Ce n'est qu'un début. On va continuer à te suivre dans tous les médias sportifs RDS 91.9 et probablement d'autres beaux projets à venir pour toi. Merci, Daphné. Hey, merci tellement, Isabelle. Ce fut un réel plaisir. J'ai vraiment senti une belle discussion de femme à femme, mais aussi pour tous les amateurs. J'espère que ça vous aura intéressé. Puis continue ton excellent podcast. J'adore ce que tu fais. Ben, merci, Daphné. Ça me touche vraiment.